dans cette deuxième vidéo sur les coûts de la fiscalité. Nous avons introduit précédemment la perte sèche. Là, on va voir les conséquences de l'augmentation de la fiscalité. Alors, l'idée générale, c'est que les taxes, quand elles existent, elles restent rarement à leur même niveau. Elles ont toujours vocation en général à augmenter. On va voir ce qui se passe dans le cas d'une petite taxe. On doit être familiarisé avec cette présentation, d'une part le modèle, et d'autre part ce qui se passe lorsqu'il y a une taxe. Et là, on voit que la recette fiscale, les quantités échangées sur le marché multipliées par le montant de la taxe apparaît en zone grise. Et le petit triangle qu'on a vu ici, on l'avait déjà vu ici, c'est le montant de la perte sèche. Si on augmente la taxe, avec une taxe moyenne par exemple, ça va se traduire par des recettes fiscales qui vont augmenter. Alors d'un côté, le montant de la taxe est le même, mais comme on a des quantités plus faibles, il n'est pas certain que ça rapporte plus. Ce qui est certain en revanche, c'est que la perte sèche, elle va augmenter. Et si on a l'idée d'une grande taxe, eh bien les recettes fiscales, là clairement, elles ont diminué, et ensuite la perte sèche, elle a augmenté. Donc l'idée générale avec ce raisonnement sur la perte sèche, c'est que plus la taxe augmente, plus la perte sèche est importante. Et là, on voit ici, dans l'idée de la grande taxe, c'est que la perte sèche est plus grande que les recettes fiscales. Eh bien, derrière ce raisonnement, il y a un raisonnement fait qui est connu, sous le nom de la courbe de Laffer. Ici, la perte sèche, elle est mesurée par l'aire d'un triangle dont la surface augmente du carré de la taille. Alors, la courbe de Laffer et économie de l'offre. Alors, Arthur Laffer, pour la petite histoire, ça s'est fait en 1974. Il était assis dans un restaurant de Washington en compagnie d'hommes politiques et de journalistes de premier plan. Et paraît-il qu'il arracha un morceau de nappe et fit un graphique qui représentait les effets du taux d'imposition sur les recettes fiscales. Et le graphique qu'il a fait, c'est celui qu'on va voir ici. Donc son graphique est simple. Ici, on a les recettes fiscales sur l'axe des abscisses, des ordonnées, et la taille de la taxe qui est sur l'axe des abscisses. Donc ici, premier point dont on est certain, si le taux d'imposition est de 0%, les recettes fiscales seront nulles, si évidemment on a 0%. Donc ce premier point, dit Arthur Laffer, on en est certain. Il y a un deuxième point dans lequel nous sommes certains, c'est si l'État prélève 100% des recettes fiscales. 100%, le raisonnement d'Arthur Laffer est le suivant, les recettes fiscales seront nulles. Pour quelle raison ? Parce que si on vous prélève la totalité de votre revenu sur votre travail, eh bien soit vous allez partir à l'étranger et vous allez travailler ailleurs, soit vous allez cesser de travailler et vivre sur votre patrimoine, si vous en avez un, soit vous allez travailler mais sans déclarer votre activité économique. Donc c'est un point asymptotique en quelque sorte, un cas limite dans lequel 100%, donc du coup les recettes fiscales sont nulles. Et entre ces deux points extrêmes, 0% et 100%, qui rapportent rien à l'État, recettes fiscales, il y aurait une courbe qui fait que lorsque la taille de la taxe augmente, les recettes fiscales augmentent jusqu'à un certain point, ou à partir d'un certain point, les recettes fiscales vont diminuer. Et ce qu'on appelle la courbe de Laffer est cette courbe qui suscite plusieurs interrogations, en tout cas qui pose des problèmes. Est-ce qu'on peut évaluer le taux de fiscalité optimal ? Est-ce que lorsque on veut avoir le maximum de recettes fiscales, est-ce qu'on a des études empiriques qui nous disent à quel taux on est, 45%, 50%, 60%? En fait, on n'en sait rien. On n'a aucune étude là-dessus. Et d'autant que quand Arthur Laffer avait fait ce petit graphique en 1974, il expliquait que l'économie américaine se situait probablement à droite de ces points d'interrogation, qui fait que si on baisse la fiscalité, eh bien ça va augmenter les recettes fiscales. Donc à partir de là, il y a eu cette idée selon laquelle la fiscalité, les pays développés, depuis le développement des États-providence, seraient passés à droite du point critique et notre fiscalité serait désincitative. La perte sèche, pour reprendre le vocabulaire vu précédemment, la perte sèche serait trop grande et elle serait plus grande que les recettes fiscales.
Alors, qu'en est-il exactement? Alors là, c'est un argument qui a été vraiment débattu, en général dans les manuels de prépa ou les manuels de sciences économie, mais principalement dans les manuels de prépa et dans les revues telles Alternatives économiques. En général, c'est un argument qui est contesté. On va essayer de le vérifier empiriquement, on va prendre 3 exemples. Alors l'exemple numéro 1, ça va être l'expérience menée d'abord en Angleterre par Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, encore surnommée Tina pour There is no alternative, sa façon de vouloir mettre un frein à l'interventionnisme anglais en l'occurrence, l'économie anglaise était très interventionniste, et de vouloir la libéraliser. Margaret Thatcher était très influencée par un penseur très libéral, Frédéric von Hayek en l'occurrence, très proche de l'école de Chicago, et qui voulait libéraliser l'économie. Le There is no alternative, il n'y a pas d'autre choix que de libéraliser l'économie. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que des revues en France très critiques avec la politique menée par Thatcher, Alternative économique, était une façon de contester cette vision, cette représentation qu'avait Margaret Thatcher. Et donc Margaret Thatcher est donc largement favorable à une diminution de la fiscalité qui était jugée excessive. L'appareil d'État consommait trop de ressources financières et il fallait dégraisser. Et donc, on va regarder un peu son expérience. Donc, elle a été élue en 79. En 79, 83% le taux marginal d'imposition. Et puis, 80-88, on voit que le taux marginal d'imposition est passé de 80, 60 à 40%. Donc quasiment on a divisé par 2 cette partie-là. Et donc d'après le raisonnement d'Arthur Laffer, on s'en souvient, si on était à droite de la courbe, enfin du point critique, cette diminution de la fiscalité aurait dû augmenter les recettes fiscales. Alors là, la première expérience, c'est qu'une étude menée par l'Institut des études fiscales au Royaume-Uni a conclu qu'au plus 3% uniquement de l'augmentation des recettes fiscales était imputable à la baisse de ce taux. Donc là, est-ce que l'argument de l'affaire est discrédité? En tout cas, ce n'est pas une confirmation empirique très très grande. 3% de l'augmentation des recettes fiscales, on est loin du 100%. Pour Arthur Laffer, il suffit de baisser les impôts pour augmenter les recettes fiscales. Là, c'est un argument qui infirme plutôt l'argument d'Arthur Laffer. On va prendre un deuxième argument, l'argument américain cette fois-ci. Un an plus tard, Ronald Reagan a été élu en 1980, et donc il est élu sur un programme, lui, très libéral, dans lequel, dans son discours d'investiture, en 1980, quand il expliquait que l'État ne résout pas les problèmes, il est le problème. Donc il y avait l'idée ici, clairement, de vouloir diminuer le poids de l'État dans l'économie, retour des politiques libérales. Et donc il prévoyait un plan de retour à l'équilibre budgétaire. Il y avait un déficit budgétaire hérité de l'administration précédente et surtout des 2 chocs pétroliers. Et donc il prévoyait un retour à l'équilibre budgétaire. Et conformément à ce que Arthur Laffer avait dit en 1974, il suffit de baisser les impôts, puisque nous sommes à droite du point critique, et en baissant les impôts, ça va augmenter les recettes fiscales. Et donc effectivement, en 1980, on vote une loi, l'Economic Recovery Tax Act, et dans lesquels on abaisse les taux d'imposition sur le revenu, les plus-values, les donations et successions, les entreprises, etc. Et donc, au total, on s'est retrouvé avec une diminution des recettes de l'impôt sur le revenu par personne et ajusté de l'inflation, moins 9% entre 80 et 84. Donc là, on peut clairement dire que le raisonnement édicté par Arthur Laffer, il n'a pas du tout été vérifié. Là, on a clairement, tout à l'heure dans le cas anglais, on avait une toute petite augmentation imputable à cette baisse de la fiscalité. Là, on a clairement une diminution des recettes fiscales. Et donc, on peut même aller plus loin, on peut regarder le solde budgétaire. Non seulement les recettes fiscales, elles ont diminué, mais d'autre part, il y a eu des réductions de dépenses publiques assez importantes sous le gouvernement Reagan, sauf le côté armement, défense nucléaire, c'était le projet dit de guerre des étoiles, et donc qui a coûté très cher. Le budget de l'armement a augmenté de 40% pendant le premier mandat, et donc au total, si les recettes diminuent et que les dépenses stagnent, voire augmentent légèrement, eh bien il est évident que le déficit budgétaire, là, ici on voit la courbe continue
qui se lit sur l'échelle de droite ici, le gouvernement a commencé avec un déficit d'environ 2% pour arriver à moins 6% de déficit en quelques années. Donc ça a été un déficit qui a été bien supérieur à celui du prédécesseur Carter. Et donc, conséquence, deuxième exemple qui semble infirmer un peu le raisonnement de Arthur Laffer. On va prendre un troisième exemple. On va parler du bouclier fiscal. Donc là, c'est plutôt, ça a été européen, mais principalement français. L'idée du bouclier fiscal, c'est pas nouveau. Ça remonte aux années 80. Michel Rocard, en l'occurrence, avait déjà, notamment, ça concernait l'impôt sur les grandes fortunes, en disant qu'il y avait une limite. On ne pouvait pas payer 100% d'impôts, et donc il fallait protéger en quelque sorte les très hauts revenus par un bouclier fiscal. Je passe des détails ici. Toujours est-il qu'en 2006, Jacques Chirac était président de la République, Dominique de Villepin était Premier ministre, et donc en 2006, la loi de finances, il y avait un principe qu'un contribuable ne peut avoir à payer plus de 60% de ses revenus en impôts directs. Le bouclier fiscal était né. Et lors des élections de 2007, Nicolas Sarkozy se présente, et lui, il est élu sur un programme volontariste du travail, travailler plus pour gagner plus. Et comment inciter les gens à travailler plus? Eh bien, là encore, on retrouve un argument fiscal. On va défiscaliser, et donc on va diminuer les 60% qui existaient déjà par le gouvernement Villepin. On va ramener ce chiffre de 60%, on va le ramener à 50%. Et donc c'est à cette époque que le gouvernement Fillon, notamment, avait défiscalisé, par exemple, les heures supplémentaires. Et donc l'idée, c'est qu'en diminuant la fiscalité, on revient à l'affaire, les gens vont travailler plus, et l'effet travailler plus va permettre des recettes fiscales supplémentaires. Alors est-ce que ça a fonctionné? Là, il suffit de regarder ce graphique. Et donc d'abord, on va s'intéresser ici, la courbe en bleu, ce sont les recettes fiscales. Alors on voit que les recettes, elles augmentent, et lorsqu'en septembre 2008, qu'est-ce qu'on voit? Donc moins d'un an après l'élection un peu plus d'un an après l'élection de Nicolas Sarkozy, eh bien on voit que les recettes fiscales, loin d'avoir augmenté avec le bouclier fiscal, elles se sont littéralement effondrées. Donc là, ici, on assiste à une diminution assez importante des recettes fiscales, et d'autre part, à une légère augmentation, en tendance du moins, de la hausse des dépenses fiscales. Conséquence, si les recettes diminuent et si les dépenses fiscales augmentent, évidemment, le déficit a augmenté. Donc là, c'est un troisième exemple qui semble, une fois de plus, infirmer le raisonnement tenu par Arthur Laffer. Bien, donc, en conclusion, sur cette courbe de Laffer, on va retenir trois éléments. Premièrement, les études empiriques semblent infirmer le raisonnement tenu par Arthur Laffer, mais, les trois exemples que j'ai pris ont été faits dans des contextes particuliers de crise économique. En 1979, Paul Volcker a été nommé à la tête de la Banque centrale américaine, la Fed, et son première action, c'était d'augmenter les taux d'intérêt. Cette augmentation massive des taux d'intérêt, avant donc l'élection de Ronald Reagan, avant donc l'élection de Margaret Thatcher, ils n'y sont pour rien, a entraîné une récession très grave aux États-Unis et d'autre part, une récession mondiale par effet de contagion. Conséquence, lorsque l'on baisse la fiscalité en situation de crise, la crise entraîne une diminution des chiffres d'affaires des entreprises, donc l'effet quantité, et d'autre part, l'effet de la fiscalité, baisse de la fiscalité, font que même si on est incité à travailler plus, dans un contexte de crise, les recettes fiscales vont diminuer. Même chose pour l'exemple français. Nicolas Sarkozy, pas de chance pour lui, il a été élu au moment de la crise des subprimes. Et au moment où le bouclier fiscal s'est mis en place, la crise des subprimes est arrivée, et donc ralentissement économique et baisse des recettes fiscales. Donc le contexte global des études empiriques est à prendre en compte. Et d'ailleurs, dans le cas français, la Cour des comptes avait expliqué que le déficit français à partir de 2008 était imputable à hauteur de 40%, j'arrondis à peu près, 40% à cause de la crise économique. Donc le premier argument, quand on voit les études empiriques, c'est ces études que l'on trouve dans les manuels, il faut remettre le contexte global. Pour le dire simplement, la baisse de la fiscalité en période de crise, c'est pas du tout une bonne idée, mais par contre, quand on a de la croissance, c'est là qu'il faut baisser les impôts. Deuxième argument, l'argument de l'affaire, beaucoup de gens ergotent sur le fameux taux d'imposition. Et c'est vrai qu'on ne peut pas le mesurer, on n'a aucune étude qui montre qu'on peut être à droite de la fiscalité ou à gauche, ça c'est vrai. Mais il n'en demeure pas moins vrai
que selon des secteurs, bien sûr que d'un point de vue microéconomique, notamment lorsque l'offre de travail, on l'a vu, est très élastique, il est évident qu'il y a une perte sèche importante. On peut penser aux professions libérales, on peut penser aux artisans, aux commerçants, aux secteurs industriels dans lesquels il y a un volant avec les heures supplémentaires qui sont extrêmement importants, qui fait que l'offre est élastique. Et ce qu'on a vu dans une vidéo précédente, c'est que quand l'offre est élastique, la perte sèche, elle est très importante. Conséquence, je vais dire que c'est plutôt un argument macroéconomique et analogique, celui de l'affaire, et qui n'était pas nouveau. Pour être honnête, lorsqu'il dit que finalement trop d'impôts tue l'impôt, Colbert avait dit la même chose. Lorsque Colbert expliquait au roi que tout l'art de la fiscalité était de plumer loi pour avoir le maximum de plumes avec le minimum de cris, c'est l'idée d'un optimum que Arthur Laffer a repris avec sa courbe en cloche. Les oies, ce sont les recettes fiscales, les cris, c'est l'équivalent, les cris de loi, c'est l'équivalent de la perte sèche. Cette idée sur laquelle il y a bien un optimum. Donc il ne faut pas prendre, je pense, l'argument de Laffer au pied de la lettre, il faut le prendre comme étant l'idée d'un optimum que l'on pourrait d'ailleurs transposer dans plein de domaines. La nourriture, oui, plus je mange, sur l'axe des abscisses, plus ma santé s'améliore. Il est clair que si je ne mange pas du tout, je ne suis pas du tout en bonne santé. Mais il y a un point limite qui fait que si je mange trop, je suis aussi en mauvaise santé. Donc cette idée selon laquelle finalement, c'est l'idée d'un optimum, le mieux est l'ennemi du bien. Et donc c'est un peu comme ça que je crois qu'il faut comprendre l'analyse d'Arthur Laffer, même si elle n'est pas sérieuse sur le plan macroéconomique, très difficile à donner un chiffre précis. Voilà, ça sera l'objet de ma conclusion sur la fiscalité. Merci de votre attention.